C'est parti. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux, Vincent et moi, de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la campagne. Mieux entouré, en tout cas mieux organisé, pas mieux entouré parce que vous aviez des invités de choix la semaine dernière, mais particulièrement bien entouré cette semaine également, par Muriel Cadiou, Hélène Poivet-Leclerc, Élodie Millon. Tout le monde est formidablement masqué pour échanger avec vous ce soir sur un sujet qui est au cœur de notre profession, au cœur de votre préoccupation en votre qualité de membre de ce barreau de famille. On va parler ce soir de déontologie, de confidentialité, de probité, d'indépendance, de délicatesse, toutes nos valeurs essentielles à l'épreuve, si l'on peut dire, du droit de la famille. Ces sujets ne sont effectivement pas propres au droit de la famille, mais ils reçoivent une résonance particulière dans la pratique qui est la vôtre et qui mêle l'intime et le droit. Ce soir, à travers ce sujet que nous avons préparé, nous avons choisi de vous parler de vous, les relations entre vous, puisque, en effet, je le disais à l'instant, ce qui nous intéresse, c'est les relations de confraternité, les principes essentiels qui guident notre vie professionnelle, la délicatesse et le respect qui constitue le ciment de notre barreau, et en particulier de ce barreau de famille auquel vous appartenez. On va vous parler aussi de vos clients, de la façon dont vous devez parfois vous opposer à eux avec bienveillance et fermeté pour faire primer la transparence et la probité, cette matière s'y prête particulièrement. Alors, nous le savons aussi, Vincent et moi, ce barreau de famille, c'est, sans mauvais jeu de mots et avant tout, une famille dont nous avons ce soir trois emblématiques représentantes. Je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour Béatrice Lesbout, qui, avec Hélène Poivet-Leclerc, ont eu l'idée de créer ces états généraux du droit de la famille, qui sont devenus une manifestation absolument essentielle de notre profession, et qui, ces états généraux ont été repris par Élodie de deux mains de maître. Ce barreau de famille est un barreau qui est formé, très bien formé, ultra formé, puisque les formations en la matière sont multiples. Elles sont institutionnelles au sein de la commission famille, elles sont spécialisées auprès d'un certain nombre d'associations, notamment l'IDFP, et de diverses associations qui offrent des formations multidimensionnelles, qu'elles soient effectivement sur la stricte procédure ou sur le substantiel, droit des couples mariés et non mariés, succession, majeur protégé, fiscalité personnelle. On a donc des formations qui sont organisées par le barreau et qui sont transversales. Ce barreau de famille, c'est aussi un barreau précurseur, innovant, puisque si l'acte d'avocat a fait son entrée dans le droit positif en 2011, il a connu son véritable essor en 2017 à la faveur de la réforme du divorce, puisque cet acte d'avocat est devenu le socle de la procédure de divorce par consentement mutuel, et ce divorce est aujourd'hui un vrai succès. Le 1er janvier 2021, c'est encore l'acte d'avocat qui sera le moyen alternatif pour les époux de constater leur accord pour engager un divorce sur demande acceptée par requête conjointe. Ce barreau de famille a encore développé la culture de l'amiable, devançant d'autres domaines du droit, et certains cabinets de droit de la famille ont aujourd'hui une activité amiable supérieure à l'activité contentieuse, ce qui les rend plus forts face à la crise qui nous atteint. Tous les cabinets, et notamment tous les cabinets de famille, ont évidemment été touchés par la crise sanitaire, par la crise de la réforme des retraites, par le ralentissement fort de notre système judiciaire qui a permis là encore un développement de tous ces modes amiables dans lequel ce barreau de famille est encore une fois innovant. Alors, merci à vous trois, Hélène, Élodie, Muriel, de nous accueillir dans votre famille pour l'organisation de ce webinaire. Nous allons vous parler, je ne sais pas quel ordre ils ont choisi, mais ça va être la surprise. Nous allons vous parler d'abord confidentialité, oralité et contradictoire. C'est Élodie qui va vous rappeler quels sont les principes essentiels en la matière. Nous allons également parler transparence et dissimulation des actifs. C'est Hélène qui a choisi de traiter ce thème. Et enfin, Muriel nous parlera des sujets, si l'on peut dire, qui fâchent, c'est-à-dire du sujet de la responsabilité des avocats et la contractualisation du droit de la famille. Merci à tous de votre attention. Merci à elle d'être là autour de nous. C'est nous qui sommes autour d'elle, mais c'est elle qui sont de façon figurée autour de nous.
Ce webinaire est diffusé en direct à partir du lien qui vous a été envoyé et il sera disponible en rediffusion à partir de ce soir sur vos réseaux préférés, ce qui permet d'avoir une certaine interactivité. Merci à vous de votre attention et je donne la parole à Elodie. Je sors mon masque. Merci à vous deux de nous recevoir et de marquer ainsi l'intérêt que vous portez au droit de la famille et au barreau de famille, qui, c'est vrai, est un barreau très particulier, innovateur, traditionnel, innovateur, indiscipliné, passionné, énormément de choses à la fois, et c'est ce qui en fait la richesse. Et l'intérêt que vous portez ce soir à notre barreau est extrêmement important, puisque c'est ce soir l'occasion de rappeler certaines règles et éventuellement de répondre à des questions sur ces règles. Le respect de ces règles-là seront de votre compétence et il s'agira d'un point extrêmement important puisqu'il y va de l'apaisement des relations entre les avocats qui sont parfois tendues dans cette matière, il y a beaucoup d'humains, et de l'apaisement aussi des justiciables. Alors c'est marrant parce que notre activité est marquée par des choses qui paraissent évidentes, qu'on rappelle souvent. En ce qui me concerne ce soir, le contradictoire, le secret professionnel, la confidentialité, et on oublie, et pourtant je pensais y avoir accès de manière assez fluide, on oublie que tout, en fait, est prévu dans le règlement intérieur. Et ça, c'est un peu comme avec le code civil, il y a des bouquins comme ça, il y a tout, et puis on vit avec, et on ne le répète pas assez, on ne le lit pas assez. Donc d'abord, deux principes qui nous posent des difficultés en pratique, secret professionnel et confidentialité. Pourquoi est-ce que je les mets ensemble? Je les mets ensemble parce qu'en réalité, l'un est un ensemble de 6000 personnes, et le pendant de l'autre, en tout cas, ce sont deux notions qui sont à la fois indissociables, mais avec un traitement en termes de conséquences qui n'est pas nécessairement le même, et je pense plus particulièrement au secret professionnel. D'abord, première chose, et dans notre matière c'est particulièrement important, l'avocat est le confident de son client. Qui dit confident dit on va nous raconter énormément de choses qui ressortent de l'intimité, mais pas que, qui ressortent aussi de secrets, des secrets de famille, des secrets patrimoniaux avec les limites que nous verrons après, et un certain nombre de choses. Et parfois, le client, pour telle ou telle raison, est tenté de nous dire « Écoutez, je vous ai dit ça, je vous ai écrit ça, mais ça n'est pas grave, vous pouvez en faire état auprès de l'adversaire ou envoyer ce que je vous ai envoyé. » Et là, certains souriront en pensant, ou alors en envoyant directement lui-même copie à nous, à l'avocat, en fait, à l'intermédiaire, c'est toujours extrêmement agréable comme situation. Or, le secret professionnel, il faut s'en souvenir, il est d'ordre public. Il est absolu. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire, même pas votre client, ça ressortait du secret, mais je vous dispense de celui-ci. C'est non. En fait, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit, et ça va vous faire penser à la confidentialité, que le secret professionnel couvre tout. Les consultations que vous faites à votre client, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien, d'accord, et on a parfois d'ailleurs dans des procédures des notes qui sortent comme ça incidemment, c'est le secret professionnel, et on retrouve la même chose, là c'était l'article 2, ce que je vous ai dit dans le règlement, on retrouve absolument la même chose dans l'article 3, est couvert par la confidentialité, tout échange entre avocats verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support, et il ne peut pas y avoir levé de la confidentialité. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur la confidentialité, on ne vous dit pas votre client ne peut pas vous en relever. Or, en réalité, vous avez bien vu, c'est les mêmes choses qui sont couvertes par la confidentialité et le secret. Et donc, votre client ne peut pas vous autoriser, en ce qui concerne les courriers entre avocats, par exemple, à les communiquer à votre contradicteur. Et puis évidemment, comme tout principe, il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est ceux qui portent la mention officielle. Et là, j'ai envie de dire, on est au cœur de nos difficultés. Les courriers officiels, c'est très simple.
c'est quoi? C'est les courriers qui valent de procédure. Veuillez trouver ci-joint des conclusions, veuillez trouver ci-joint des pièces. Et les correspondants qui ne font référence à aucun écrit, aucun entretien téléphonique, aucun élément confidentiel. Et là, on est confronté, nous, en pratique, à une véritable difficulté. C'est les courriers officiels qui font état, plus ou moins discrètement, de propos confidentiels, d'échanges de pourparlers, avec plus ou moins de subtilité, mais en tout cas, des propos qu'on ne peut pas retrouver dans un courrier officiel. Autre chose, c'est l'avis de confidentialité, c'est-à-dire l'officialité. Le courrier que vous écrivez à l'adversaire pour dire écoutez, votre client est vraiment une ordure, il a fait ça, il a tapé son fils, il a volé un certain nombre de choses dont vous n'avez pas été témoin, mais qui vous ont été racontées par votre client ou votre cliente et que vous tenez pour acquis. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, ces courriers n'ont pas pour objet de se reconstituer des preuves. Et vous verrez sur le site du barreau de famille un modèle et les limites de ce qu'est, de ce que ne peut pas être un courrier officiel. Troisième difficulté sur ce point, c'est la confidentialité détournée par nos clients. Vous ne devez pas accepter que vos clients, lorsqu'ils écrivent à l'autre, en réalité, violent purement et simplement la confidentialité des échanges, parce que sinon, en fait, c'est la fin des relations entre avocats et la confidentialité qui nous protège quand même beaucoup et apaise les dégâts. Maintenant, respect du contradictoire, je ne vais pas être trop long, mais on répondra à vos questions plus tard. Respect du contradictoire, là encore, c'est pareil, il y a l'article 4, il y a tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout, il y a encore plus que le contradictoire. Dans l'article 4, on vous rappelle des choses intéressantes, c'est l'exigence du procès équitable. Ça veut dire quoi l'exigence du procès équitable? Ça veut dire que vous devez être loyal dans vos échanges avec votre adversaire. Et être loyal, c'est évidemment respecter le principe du contradictoire. C'est difficile de considérer comme loyal quand on va dans nos pièces, pour être parfaitement prosaïque, la veille de l'audience. Le respect du contradictoire, ça veut dire que vous devez communiquer vos moyens de fait et de droit, c'est-à-dire votre argumentation à temps, et vos pièces justificatives. Et ça, c'est valable partout, y compris dans les procédures orales. On ne peut plus continuer à entendre, notamment lors de l'audience de conciliation, en fait, je vous dis ce que je veux à l'audience, c'est une procédure orale. Non, en fait. Non, parce que c'est le principe de loyauté et du contradictoire que vous retrouvez d'ailleurs dans le code de procédure civile. Et j'attire sur ce point votre attention, et j'attire l'attention de nos deux candidats qu'on est heureux de soutenir. C'est la loi, la réforme de la procédure, qui prévoit pour cette première audience d'orientation et sur mesure provisoire et pour les audiences ultérieures sur mesure provisoire, ce qu'on pourrait appeler un îlot d'oralité, où il est spécifié dans le texte très clairement que la partie, alors on a un petit sujet d'interprétation sur ce point, pourra faire valoir à l'audience ses moyens de fait. C'est-à-dire qu'on autorise expressément, dans une procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, que des moyens de fait et de droit puissent être balancés à l'audience. Et ce qui va être extrêmement compliqué, et c'est la raison pour laquelle, et on le fait dans toutes les conférences, on attire l'attention du barreau de famille, qu'il sera essentiel de penser, de ne pas appliquer ce texte en oubliant le principe du contradictoire, parce que vous savez, on a vraiment insisté sur l'apaisement des procédures, et que faire le contraire conduire ces procédures à une véritable pugilat, dans une matière où l'idéal, c'est quand même que les clients puissent en sortir grandis et non massacrés par des pratiques anti-confraternelles. Alors, les difficultés qu'on rencontre, la difficulté, c'est une tactique, c'est-à-dire, tu ne veux pas de renvoi, je vais t'envoyer mes pièces et mes conclusions au dernier moment, et je te dis très confraternellement, j'accepte le renvoi. Ce qui est très sympa, sauf qu'en fait, j'en voulais pas de renvoi. Et que tu me mets un classique, dans tous les domaines. Et donc, nous souffrons particulièrement, et ce qui est épouvantable, et ce qui d'ailleurs est la réponse des magistrats, lorsqu'on leur explique que lors de cette prochaine procédure, on va tout avoir en dernier moment, ils nous regardent et nous disent c'est pas grave, il y aura un renvoi. On dit en fait, justement, c'est ça qu'on cherche à éviter avec des procédures plus rapides, surtout qu'on a des dates qui sont quand même très longues. C'est insupportable.
La seule possibilité, parce que vous allez me dire, et vous le verrez quand vous entendrez les personnes qui sont des confrères, disant, mais en fait, je ne le fais pas exprès, et c'est vrai. Très souvent, en fait, on est pris par le temps, on est pris par les urgences, on est pris par le client qui ne va pas nous envoyer les pièces à temps. Si on envoie tard, et il faut l'expliquer aux clients, il faut l'expliquer à nous-mêmes et à nos équipes, c'est simple, c'est d'accepter. C'est-à-dire que si vous envoyez vos pièces et vos conclusions tardivement, j'ai envie de dire, même si vous n'en êtes pas responsable, eh bien tant pis, vous devez accepter la demande de renvoi, vous organiser, on va vous mettre dans cette situation. Alors je vous dis ça comme si j'avais une pratique totalement parfaite en permanence. Ce n'est évidemment pas le cas, même si je vous assure, si j'ai des contradicteurs qui écoutent, que je fais vraiment de mon mieux. Alors avec les confrères, c'est quoi les confrères? C'est la courtoisie, c'est la loyauté, c'est la confraternité. Ok, ça n'est pas toujours facile, mais on doit vraiment avoir ça en tête, parce que c'est franchement plus reposant que des relations tendues. La communication, on rappelle, et alors là, souvent, les bras m'en tombent un peu, mais ça a l'air de là de dire un truc absolument incroyable. Elle doit être spontanée en temps utile. Vous ne pouvez pas dire à votre contradicteur, je ne vous ai pas communiqué mes pièces, mais vous n'avez pas demandé. Ah non, en fait, tu dois communiquer les pièces à la suite de ta demande, et tu dois le faire avec le numéro, le cachet du cabinet et un bordereau. Voilà. Et ça, c'est des pratiques qui, curieusement, semblent être souvent oubliées. Voilà, donc les difficultés, c'est quoi? C'est le monceau de pièces que vous allez recevoir. C'est la pièce 3 dans laquelle vous allez avoir 50 pièces différentes. C'est toutes ces difficultés. Et vraiment, je pense que Hélène et Muriel nous rejoindront sur ce point. On a une matière qui est anxiogène, difficile, fatigante, mais notre responsabilité, c'est la vie des gens, c'est la vie de famille, c'est la vie d'enfants. Et là, au moins, ce que nous, on peut faire à notre niveau, c'est d'essayer de respecter nos règles, même si parfois, il nous arrive de ne pas le faire, d'être en difficulté, mais en tout cas d'avoir en tête que c'est le seul moyen de faire toute cette matière une matière digne qui deviendra la matière dans laquelle nos jeunes futurs confrères auront l'envie d'entrer. Voilà, merci. Merci à toi, Élodie, c'était très clair, comme toujours, limpide, et en effet, avec quelques rappels indispensables, j'envoie un clin d'œil à mon camarade parce qu'on a parlé de secret et de confidentialité, sujet qu'il connaît bien. Merci à vous d'avoir rappelé ce secret. Et en effet, c'est vrai que c'est une matière dans laquelle on voit passer de temps en temps des abus de lettres officielles qui nous irritent. Voilà. La parole à Hélène Poivet-Leclerc sur la transparence et la dissimulation des actifs. Merci beaucoup. Merci à Julie et à notre ami Vincent Léoré de nous avoir invités. Et je pense que ce webinaire stigmatise l'intérêt que la campagne de nos confrères porte à cette matière du droit de la famille, avec toutes les difficultés, effectivement, auxquelles nous sommes confrontés. Et qui peut tracer un bref résumé, c'est juste ces difficultés. Et je pense que si tous deux vous envisagez d'approfondir la matière, c'est parce que vous voulez, et que vos bureaux sont souvent assaillis de lettres de proclamation d'indignation en raison de violations assez fréquentes, malheureusement, de principes essentiels. Alors, on me demande de parler de la transparence et de dissémination des actifs. On a l'impression que nous sommes totalement étrangers à cette matière. Nous sommes transparents et nous ne dissimulons rien. D'abord, je pense qu'il faut donner une définition de la transparence, mais en réalité, c'est un concept qui n'est pas juridique. Et il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas. Et je dis, il faut donner la transparence, essayer de donner une définition, et c'est un concept juridique qui n'existe pas. Il n'y a pas de définition juridique de la transparence, ni davantage de définition officielle, mais selon un consensus général, c'est un concept qui désigne le droit de savoir, l'accès à l'information, presque une obligation de vérité. Et dans une définition négative, on peut dire que la transparence, c'est l'absence de réticence de l'osier. Alors, on peut distinguer le droit contractuel et le droit processuel. En matière de droit contractuel, cette obligation ressortit à l'obligation de bonne foi qui gouverne la formation du contrat.
Et en droit de la famille, ce sont bien des contrats, que sont les conventions de divorce par acte sous signature privée signées par avocat, le partage, toutes les conventions que les parties sont susceptibles de pouvoir conclure, qui sont les conséquences d'une rupture, qu'il s'agisse d'un pacte, qu'il s'agisse d'une rupture de ménage, d'une rupture d'un mariage, ou également l'ouverture d'une succession. Alors la question qui se pose, c'est en quoi l'avocat est-il concerné par la transparence? On peut se demander en quoi il est concerné. Eh bien, en matière contractuelle, il est à la fois technicien et également conseil. Donc il concourt à la formation du contrat. Et bien qu'il n'ait pas un rôle d'officier de police, et même s'il ne lui appartient pas de vérifier toutes les informations que lui communique son client, il lui incombe d'en vérifier certaines. Et on est en plein dans la volonté de l'article 4 du règlement intérieur, on parlait Élodie il y a quelques minutes. Par exemple, en droit de la famille, outre la vérification évidemment de l'état civil, de la capacité des parties, qui est à bas, hein, bien sûr, il nous appartient en tant qu'avocat de vérifier aussi que les pièces d'état civil correspondent bien à l'état civil de la personne concernée par la production de la carte d'identité nationale ou du passeport. On sait qu'il y a des avocats qui ont le valeur de divorcer la concubine à la place de l'épouse, pour avoir négligé cette formalité. Et au-delà de cela, en droit matrimonial, eh bien, ce qu'il faut vérifier, c'est la nature et le quantum des droits des parties sur les biens qui sont objets des conventions et à l'élaboration desquels l'avocat va participer à la convention d'indivision, la mise en place d'un partage, la mise en place d'une convention de divorce. Et c'est aussi concourir activement à la transparence que d'informer le client des conséquences du défaut de transparence, les conséquences du dol et de la fraude en matière contractuelle. Et pour cette raison, dans les divorces contractuels, nous avons tous pris l'habitude d'insérer des clauses dans les conventions qui rappellent l'obligation de loyauté, l'obligation de transparence et de bonne foi qui incombe aux parties, non sans rappeler qu'en tant qu'avocat, nous avons sensibilisé nos clients à ces obligations, sans toutefois pouvoir nous substituer à eux dans ces obligations. Alors, en droit processuel, les choses sont un peu différentes. Le procès, c'est la chose des parties, c'est l'article 1er du Code de procédure civile. Et néanmoins, l'auxiliaire de justice, qui est l'avocat, de justice, de conseil, ou représente, et lui aussi, implicitement et nécessairement soumis aux règles du jeu qui sont imposées par le droit processuel. Rappel l'article 132 à 2002, et comme on a parlé tout à l'heure, la communication de pièces doit être spontanée. Alors, question en quoi l'avocat est-il concerné? Et il est vrai que je dis que dans beaucoup de procédures, en particulier dans les procédures orales, il nous arrive de recevoir des pièces très tardivement et d'être dans les difficultés. Mais dans la communication des pièces, nous avons un rôle essentiel dans la mesure où notre passivité actuelle peut être cause de responsabilité civile professionnelle. Si nous omettons de faire sommation à une partie adverse de produire une pièce, ou si nous omettons de demander certaines pièces à un client, eh bien, nous sommes coupables, nous sommes fautifs, car notre passivité est fautive. Il en va ainsi, par exemple, en matière de divorce de la déclaration sur l'honneur, et qui est visée par l'article 272 du Code civil, une réponse ministérielle récente du 30 juin 2020 a indiqué que cette déclaration était une pièce importante, même si ce n'est pas une pièce habilitatale de la procédure, puisque si bien le divorce peut être prononcé sans sa production. Pour moi, c'est une pièce importante lorsqu'une demande de prestation compensatoire est formée, et celui qui s'est abstenu de produire cette pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief. C'est la raison pour laquelle nous sommes susceptibles d'être concernés au plus près en cette matière, car nous avons une droit très proactive. Dit autrement, l'avocat qui assiste une partie doit être vigilant et nous devons inciter formellement nos clients à produire cette attestation ou exiger judiciairement sa production
par le biais d'une sommation de communiqué en bonne et due forme. Alors, ce faisant, que faisons-nous? Ce faisant, nous compterons activement à la transparence dans les débats. Et les magistrats, ils sont très attentifs, nous le savons, ils sont très sensibilisés à notre comportement dans ces matières. C'est aussi l'honneur de la profession que de servir la transparence. À ne pas confondre avec la délation. Autour et alentour, ce n'est pas la même chose. Par exemple, dans un partage, l'avocat se doit d'être vigilant pour n'être pas suspecté, voire déclaré complice d'un recel qui peut constituer la dissimulation d'un héritier ou d'un élément actif, ou la sous-évaluation d'un bien, car cette dernière est une tentation très très forte dans cette matière. Une tentation très forte. De la même manière, les conseils destinés à optimiser fiscalement les buts poursuivis, le partage, la prestation compensatoire et les pensions alimentaires, sont à aborder avec précaution et circonspection. L'avocat doit fournir une participation active à la formation des masses de partage, et cela passe par une forme de questionnement que nos clients peuvent estimer intrusive et qui, pour finir, le sert. Et l'avocat s'en défendra très facilement en agitant les sanctions qui sont encourues, le recel, l'action au complément de part, le redressement fiscal, les révisions du procès pour fraude de l'article 598 du Code de procédure civile. Alors, sans négliger la part active des magistrats, par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale, et nous sommes sur le territoire de Vincent, et l'action en révision de l'article 598 du Code de procédure civile. L'article 40, je ne l'ai pas vu beaucoup pratiquer, mais sans doute qu'il pourra nous conforter ou infirmer cette assertion. En ce qui concerne l'action en révision, elle est quand même plus fréquente, on l'a vu notamment dans les cas de sous-évaluation de biens en matière de partage ou d'attribution de prestations compensatoires. Reste la question de l'origine des avoirs sur lesquels portent les conventions des parties. Quid de l'origine des fonds destinés à quitter une prestation compensatoire ou une soulte, et en particulier lorsqu'ils proviennent d'un pays étranger. Et là, Vincent, traque-fin, pitié, help, merci. Vous voulez que je réponde maintenant? Non, pas forcément. Surtout pas. Surtout pas, je ne dirai rien. On a trop peur. Merci beaucoup. On est désolé parce qu'on comprend que le son n'est pas d'une qualité formidable. Il faut leur demander s'ils nous entendent mieux. Vous nous Mais entendez? nous avons rapproché l'ordinateur et nous espérons que le son est de meilleure qualité. N'hésitez pas à nous le dire. Dès maintenant. Voilà. Et donc, je vais donner la parole à Muriel pour les aspects Voilà, responsabilité et contractualisation. Très bien. Et je vais l'inviter à parler distinctement et plus fort. Et ça, conjugué avec l'ordinateur, ça devrait aller mieux. Nous l'espérons. Et mille excuses du coup pour cette partie qui était peut-être un peu moins bonne. Très bien. Merci à vous deux, Julie et Vincent, de nous donner l'opportunité de revoir ensemble ces principes essentiels. Nous avons abordé avec Élodie les principes déontologiques, donc les relations entre avocats, entre confrères. Hélène a abordé la dissimulation, donc on est déjà sur un versant qui est de la responsabilité, et je vais en quelque sorte appuyer les propos d'Hélène pour revenir sur l'effet générateur de responsabilité qui nous occupe, qui nous font peur en quelque sorte, et de manière à pouvoir éclairer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, en matière de responsabilité, il y a, je dirais, la responsabilité classique que nous connaissons, qui est celle de la responsabilité de l'avocat en matière contentieuse, et on a coutume de distinguer l'obligation de moyens de l'obligation de résultat. Je rappelle que nous avons, de par notre mission d'assistance et de représentation en justice, une obligation de conseil qui s'analyse logiquement en une obligation de moyens, c'est ce que rappelle classiquement la jurisprudence. En revanche, lorsqu'il s'agit d'accomplir un acte qui relève du respect d'un délai ou d'une voie de recours, la jurisprudence a plutôt tendance à considérer que cette obligation de moyens se transforme en une sorte d'obligation de résultat, puisque la seule constatation de l'inaccomplissement d'un acte dans un délai suffit à présumer l'existence d'une faute. Alors en matière contentieuse, je crois
il n'y a vraiment rien de nouveau. La situation est en quelque sorte aggravée depuis quelques années avec les exigences telles que le législateur nous les a imposées, notamment en cause d'appel, puisque le décret Magendie a prévu des sanctions, j'appelle létales, puisque ce sont des sanctions à peine de caducité pour la déclaration d'appel dans le délai d'1 mois ou délai de 3 mois pour déposer des conclusions d'un plan. C'est la caducité qui est en jeu, ou pour l'intimer, s'il ne respecte pas ce même délai de 3 mois, c'est l'irrecevabilité. Donc ces délais-là, on les connaît bien, on sait qu'ils sont à respecter de manière très scrupuleuse et que la sanction sera sans pitié. J'ajoute que la réforme de la première instance, telle qu'elle est issue de la loi de programmation et du décret du 11 décembre, et là je parle un peu sous ma casquette de présidente de droit et procédure, que ce nouveau décret a imposé également de nouvelles exigences à peine d'irrecevabilité et de nullité. Donc je vous invite lorsque vous faites délivrer des actes introductifs d'instance, à être bien vigilant à ces nouvelles dispositions. En matière de responsabilité, il y a un arrêt que j'aime bien, qui est un arrêt du 12 novembre 2019, qui finalement dit que l'avocat doit être sur tous les fronts. Cet arrêt nous dit que l'avocat doit expliquer ce qu'il fait, et lorsqu'il ne fait pas, il doit expliquer pourquoi il ne le fait pas. Je vous lis l'attendu de principe, c'est le manquement au devoir de conseil de l'avocat est retenu pour ne pas avoir explicité les termes de son intervention, ni pour avoir formalisé l'insuffisance du dossier qui lui avait été confié. Donc, autrement dit, il devait expliquer ce qu'il devait faire et pourquoi il ne pouvait pas faire. Et ça ne pouvait pas être la faute du client. C'était à lui d'aller rechercher chez le client ce qui l'empêchait d'accomplir sa mission. Alors ça, ce sont des décisions, je dirais, relativement classiques, en contentieux. Ce qui, en droit de la famille, est assez particulier, c'est que le domaine a été considérablement déjudiciarisé et que l'avocat, en quelque sorte, a pris une nouvelle casquette qu'il avait déjà, mais qu'il prend de plus en plus souvent, qui est celui non pas de simple plaideur, mais également de rédacteur d'actes. Et en quelque sorte, sous l'empire de l'ancienne loi, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel judiciaire, toutes les questions liquidatives, toutes les questions relatives à la prestation compensatoire, on avait coutume de dire qu'elles étaient purgées par le jugement d'homologation. Et aujourd'hui, cette purge n'existe plus, de sorte que l'avocat est surexposé dans sa responsabilité de par cette nouvelle fonction de rédacteur d'actes. Alors, dans le cadre de sa casquette de rédacteur d'actes, et en particulier dans le cas du divorce par consentement mutuel, il a, et Hélène vous l'a rappelé tout à l'heure, une obligation non seulement de conseil, mais de s'informer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des situations dans lesquelles on craint qu'il y ait des insuffisances déclaratives ou pas de déclaration ou des minorations dans le cadre des évaluations de biens, etc., l'avocat doit aller au-delà de la simple information que lui communique son client, mais doit en quelque sorte aller rechercher, aller vérifier lui-même. Ce qui veut dire que pour tout ce qui est évaluation de biens immobiliers, il faut obtenir des évaluations de plusieurs agences, ou en tout cas que l'avocat ait dans son dossier les moyens de vérifier la valorisation qui est donnée par le client. Lorsqu'également il y a des questions de compte bancaire, il est prudent pour l'avocat d'obtenir les relevés bancaires pour vérifier les montants indiqués par le client. Il en est de même des actifs à l'étranger et bien souvent nous sommes confrontés en tant que spécialistes à des clients qui peuvent être assez tentés de dire non mais maître, ne vous inquiétez pas, c'est un compte en Espagne ou c'est une maison au Mexique, on n'a qu'à pas en parler. Non, l'avocat, il a non seulement l'obligation de rendre transparent, comme le disait Hélène, et de vérifier les informations sur le quantum, sur la valorisation et sur les valeurs mobilières également. La deuxième obligation, au-delà de conseiller et d'obtenir, de faire des investigations et de s'informer, il y a l'obligation, bien évidemment, d'obtenir la meilleure solution pour le client. Et là, je vais vous donner un exemple qui est assez simple, c'est celui du choix en matière de prestations compensatoires entre le capital échelonné qui n'est pas révisable, tandis que la rente, elle, est révisable. Et le client,
lui peut ne pas avoir évidemment conscience des différentes, de la nuance de qualification et des différences que ça implique au niveau du régime. Le devoir de l'avocat, c'est bien évidemment de choisir la meilleure solution pour son client. Idem aussi, partage verbal, on en parle souvent. Attention, c'est à manier avec des pincettes. Il y a eu une dernière réponse ministérielle qui date du début septembre qui vient clarifier les choses. Là encore, l'avocat doit être celui qui détient la science et qui doit apporter la meilleure solution pour le client. Troisième élément important, c'est l'équilibre de la convention. Alors, on pourrait nous dire, finalement, l'équilibre de la convention, quand il y a 2 avocats, ce n'est pas forcément nécessaire. L'article 7.2 du RIN nous indique que l'avocat est chargé de l'équipe de la convention quand il n'est l'avocat que d'une seule partie et que l'autre partie n'est pas représentée. En revanche, quand chacun des époux a un avocat, ce n'est pas forcément nécessaire que ce soit équilibré. Eh bien là, attention, parce qu'on a des exemples de conventions de divorce dans lesquelles on peut constater un gros déséquilibre, pas de prestation compensatoire, ou alors au contraire une énorme prestation compensatoire, par exemple viager sur des montants très importants, ou alors partage illégal. Eh bien, le devoir de l'avocat, c'est de se ménager la preuve qu'il a éclairé son client sur les conséquences à avoir accepté une situation totalement déséquilibrée. Donc là, je dirais la précaution que le professionnel doit prendre, c'est évidemment de se ménager une preuve écrite et très circonstanciée du conseil donné au client et du fait qu'il a bien évidemment le dernier mot, mais qu'il encourt peut-être des difficultés dans le cadre de l'exécution de la convention. Deuxième point que je voulais juste rappeler, parce que tout ça, ce sont des choses assez classiques, c'est le devoir d'efficacité de la convention, puisque c'est une exigence qui est posée par l'article 7.2 du RIN, et l'efficacité, eh bien, c'est pourtant une notion assez subjective, mais la Cour de cassation a pu rappeler que la simple constatation de l'inefficacité de l'acte suffit à engager la responsabilité de l'avocat, à condition bien sûr qu'il soit possible de démontrer des conséquences dommageables. Alors sur l'efficacité d'une convention de divorce, eh bien moi j'ai 2 observations à faire. La première chose, c'est l'efficacité formelle. Alors certes, le notaire a l'obligation de vérifier les mentions formelles de l'acte, mais le rôle de l'avocat, c'est quand même au premier chef de savoir qui on divorce. Tu avais raison, Hélène, tout à l'heure en disant qu'on peut divorcer la concubine si on ne vérifie pas les pièces d'identité. Sur l'efficacité formelle, attention au droit international, j'ai constamment des demandes au cabinet de divorce internationaux que les clients exigent de notre part qui soient formalisés par le divorce par consentement mutuel. Je voudrais juste vous donner un exemple d'une cliente qui est venue nous voir alors que son petit garçon avait été enlevé en Chine et qu'elle avait donc divorcé par consentement mutuel. Eh bien, nous avons pu lui dire que le divorce n'étant pas revenu en Chine, elle aurait énormément de difficultés à retrouver son petit garçon dès lors que la Chine n'est pas signataire de la Convention de La Haye et que le retour ne peut pas être obtenu dans le cadre du régime de cette convention. Donc pas de droit international en matière de divorce par consentement mutuel. Sur l'efficacité substantielle, eh bien là, et je vais rebondir tout à l'heure sur ce qui est important pour nous au sein du barreau de famille, c'est la formation, c'est que nous devons, dans nos conventions, liquider, c'est-à-dire faire un travail notarié dès lors qu'il n'y a pas de bien soumis à publicité foncière. Le rôle de l'avocat, c'est de trouver des faits générateurs de créances, de calculer les récompenses, d'effectuer un travail qui est un vrai travail liquidatif, qui exige une compétence. Et le rôle aussi de notre barreau, du barreau de Paris, c'est d'être un exemple à ce titre, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, de continuer dans cette veine-là. Sur l'efficacité substantielle toujours, la fiscalité, puisque j'en ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps entre l'achat d'un bien en usufruit ou une donation pour acheter un bien en usufruit. Enfin, il y a énormément de pans de notre domaine qui relèvent de la fiscalité personnelle, dans lesquels nous n'avons pas nécessairement une expertise très pointue et nécessité, nous avons d'apporter au client le renseignement le plus exact possible, de sorte qu'on peut évidemment se faire adjoindre un cabinet spécialisé si le dossier est particulièrement technique. Alors, je crois que toutes les questions de responsabilité, il ne faut pas les voir comme, on en parlait Elodie
celui dit, il ne faut pas les voir comme un risque, mais au contraire, il faut les voir comme une valeur ajoutée que le barreau de famille, le barreau spécialisé, et je crois que nous avons la chance au barreau de Paris d'avoir de très nombreuses associations. Hélène, je représente la commission de famille de l'ordre. Élodie, tu représentes l'Institut de la famille, du droit de la famille et du patrimoine. Il y a de multiples associations et je vois parmi certains d'entre vous qui animent des formations. Je crois que ça fait partie de la richesse de notre barreau et qu'il faut continuer dans cette veine-là. On a souvent dit que le notaire pouvait être un concurrent de l'avocat. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait les mêmes études. Nous avons la possibilité, en tant qu'avocat, d'être professionnel qualifié. Il y a des formations professionnelles qualifiées qui existent et qui nous permettent d'avoir la même expertise que les notaires en matière de liquidation. La dernière observation que je souhaiterais faire, c'est également dire que le barreau de Paris représente quelque chose à l'international et qu'il rayonne en quelque sorte, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, et qu'il est important pour nous de continuer à former nos confrères et leur apporter les meilleures connaissances possibles en droit de la famille. Voilà. Je voulais conclure sur ce point. Et peut-être juste en effet un mot pour saluer les initiatives du barreau de famille, parce qu'on nous reproche parfois de manquer un peu de vision et de pas nous emparer des outils qu'on met à notre disposition. Et c'est vrai que l'acte d'avocat est un de ceux-là, un outil qui est mis à notre disposition et dont c'est vrai, la profession ne s'est peut-être pas suffisamment emparée. Et de ce point de vue, le barreau de famille est à l'évidence précurseur et avant tous les autres barreaux, s'est emparé de l'acte d'avocat. Et effectivement, d'une certaine façon, trace la voie peut-être aux autres domaines du droit qui devraient aussi s'emparer de cet acte d'avocat. Je donne la parole à Vincent sur... Oui, je ne pratique pas du tout le droit de la famille, mais je suis heureux de voir que les thèmes qui sont développés nous concernent précisément en matière pénale. J'étais heureux d'entendre Élodie nous rappeler la nécessité du secret professionnel et le risque de l'abus de fiscalité, ce courrier officiel qui fait référence, c'est prohibé d'ailleurs, à des conversations confidentielles. Sur les notes d'honoraires, il y a un projet du CNB, nous travaillons actuellement, et nous avons déposé un rapport qui n'a pas été abordé comme il le fallait d'ailleurs lors de la dernière Assemblée générale. Des notes d'honoraires, il se pourrait que les notes d'honoraires soient elles aussi consacrées au plan textuel, elles le sont en jurisprudence, comme étant couvertes par le secret professionnel. Et une note d'honoraire n'est valable, y compris en matière de divorce, que si elle comporte intrinsèquement l'énoncé des diligences et non pas par un acte séparé. J'en parle d'autant que je suis interpellé par Hélène, qui nous parle de transparence, mais surtout d'un droit de savoir, dont Hervé Timine nous a dit récemment sur France Culture qu'il était surtout un droit de ne pas tout savoir. Et ça, c'est important. Et j'aime écouter Hervé Timine qui dit toujours de très belles choses. Mais sur le droit de savoir, il est intéressant aussi de revenir sur ces questions de la définition de la prestation de l'avocat qui sera actée dans la note d'honoraires, car Hélène nous interpelle sur des questions relatives au déclenchement de l'article 40 par les magistrats, qui en ont la possibilité, à propos d'actes rédigés par des avocats de manière consensuelle, contractuelle, si bien que sommes-nous dans le cadre d'une consultation destinée à blanchir les capitaux? La question est-elle posée? La question se pose, elle peut se poser. Quelle est l'ampleur, la nécessité d'une déclaration, le réflexe de la déclaration de soupçon au moment où l'avocat va établir son acte? Sommes-nous dans un cas, il faut vérifier. Et si on n'est pas dans un cas de déclaration de soupçon, viendra-t-on, à travers le déclenchement de l'article 40, pour autant qu'une procédure pénale ait été enclenchée, une enquête préliminaire ou une instruction, je ne le souhaite pas bien évidemment, ça n'est jamais arrivé, on ne l'a jamais vu, mais viendra-t-on reprocher à l'avocat, comme on le fait souvent, trop souvent, de manière trop facile et indigne, les éléments d'une complicité? Alors, sur les notes d'honoraires, bien évidemment, nous pourrions rétorquer, mais comment peut-on les soumettre au secret professionnel alors que nous les versons en débat dans le cadre de l'application de l'article 700? Mais il faut réfléchir, et la commission Perben a réfléchi à ces questions. J'en avais discuté avec notre confrère et ami Jean-Michel Darrois. Donc, il faudrait peut-être modifier le système, et la réflexion est la suivante. Pourquoi ne pas inviter le client à rédiger lui-même une attestation du montant des honoraires qu'il a versés?
qu'il a payé, verser au débat ce document, si bien qu'on ne touche pas à la note d'honoraires qui, par principe, est couverte par le secret. Et alors, la jurisprudence sur ce point, elle émane de quelques arrêts isolés de la Cour de cassation, mais surtout, nous avons depuis 2011 à peu près une vingtaine d'ordonnances du juge des libertés et des détentions en matière de contestation de perquisition qui n'ont jamais concerné les avocats spécialisés en droit de la famille, mais qui viennent dire que les notes d'honoraires, les relevés de diligence et les justificatifs de paiement d'honoraires sont par principe couverts par le secret professionnel, sauf si l'honoraire participe de la commission d'une infraction. Alors c'est important, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Il faut concilier des contradictions, la nécessité de l'officialité, eh bien, de l'honoraire pour en obtenir le paiement à travers une demande faite au titre de l'article 400 ou 700 ou 475 du Code de procédure pénale, et la nécessité d'une confidentialité, comme déjà consacrée en jurisprudence, et bientôt peut-être, à travers une réforme que nous souhaitons, nous sommes plusieurs à la souhaiter, et notamment au Conseil national des barreaux, et une réforme de 66-5, article 66-5, qui viendrait ajouter à l'agenda, aux pièces du dossier, les notes d'honoraires, les relevés de diligence et les justificatifs de règlement d'honoraires. Alors merci également à Muriel de nous avoir rappelé que l'avocat c'est la science. C'est-à-dire que l'avocat doit tout savoir, si bien qu'on ne lui pardonne rien à l'avocat parce qu'il doit tout prévoir, tout savoir. Je répète, nous n'avons jamais connu, au cours, en tout cas depuis 2008, le moindre cas de discussion en matière pénale à propos d'un avocat spécialisé en droit de la famille, sauf un cas, mais ça concernait, mais un cas très isolé, en matière d'exécution d'un testament. Mais le droit de la famille stricto sensu, alors attention à sa dimension fiscale, il faut être extrêmement vigilant, et c'est vrai, j'insiste sur l'avocat c'est la science, et la formule de Muriel Cadieux est très révélatrice du rôle qu'on impute à l'avocat et puis des obligations à sa charge. Donc vigilance en permanence. Et je suis assez inquiet du rappel par Hélène Poivet-Leclerc de la nécessité de veiller à l'application de l'article 40. Je ne sais plus qui, l'une d'entre vous, m'a dit tout à l'heure qu'un magistrat avait attiré l'attention des avocats lors de l'audience sur l'article 40. Oui, sur les accords passés entre la Cour et l'avocat général, dès qu'il y a une suspicion de fraude fiscale dans une affaire, transmission par la formation de jugement au parquet du dossier pour donner les suites qui s'imposent. Alors, dans ce cas, que les choses soient claires, merci beaucoup Hélène. Donc, si les magistrats deviennent les déclencheurs au titre de l'article 40, et c'est un devoir, les déclencheurs de procédures contre les avocats spécialisés en droit de la famille, avec Julie, nous serons présents pour batailler, contester, parce que le bâtonnier, et c'est la jurisprudence en matière de contestation de perquisition, la jurisprudence de la Chambre criminelle, il y a à ce jour 5 arrêts qui définissent le bâtonnier comme étant un protecteur des droits de la défense. Et aujourd'hui, on consacre le bâtonnier confident de son confrère, si bien qu'à notre avis, avec Julie, le bâtonnier ne peut plus être autorité de poursuite. Nous serons là pour nous battre. Merci. Quoi d'autre? Des questions? On attend vos questions, vos observations. On a encore 10 minutes devant nous. C'est le mirateur qui passe. Ouais. Moi, j'avais lorsque Élodie, on est confronté je pense à la question du non-respect du caractère officiel ou confidentiel d'un courrier, quel est le conseil que tu donnes? Parce que je crois que l'ordre a un modèle, en quelque sorte, de courrier en réponse, son confrère qui, justement, dépasse les frontières du caractère officiel de la correspondance. Exactement. Alors moi, je fais un truc assez simple, c'est que je barre le courrier et j'écris non reçu dessus. Je dis que je ne laisse pas manquer par et qu'il n'est pas dans mon dossier. Et moi, je le renvoie par la poste. Ah oui. D'accord. Donc on fait pareil. Avec les mails, c'est un peu compliqué. Je considère que je n'ai pas reçu ce courrier. Moi, j'essaye de faire un peu de pédagogie si, par extraordinaire, ça arrive, en écrivant par courrier confidentiel au confrère, en lui disant mon cher confrère, vous avez cru devoir m'adresser ce courrier sous la forme officielle. Je vous rappelle qu'au terme de l'article
3, etc. Enfin, je rappelle simplement la règle de la confidentialité des échanges entre avocats, sauf exception très clairement énoncée dans le texte. Et je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous retirez à ce courrier son caractère officiel. La plupart du temps, c'est accepté. C'est une question qui est posée. C'est la Clémence. Question de Clémence Bertin. Bertin NS. Comment gérer les courriers officiels qui n'en sont pas, en interrogation, saisine de l'ordre, demande qu'ils soient écartés des départs? Réponse. Bah, en fait, là, voilà, c'est bloqué dans la boucle d'oreille, c'est très très pratique. Il faut le dire. Non, je vais m'arracher l'oreille. C'est aussi un système. Là, tu as un peu répondu déjà. Oui, la difficulté, en fait, c'est que en fait, la réaction dépend du confrère. Parce que parfois, quand tu expliques au confrère, il te dit je ne suis pas là pour recevoir des ordres, enfin, des conseils, je vous remercie. Enfin, donc, c'est un peu. Alors, une fois qu'il est produit. On peut parler gentiment, hein, on peut le dire gentiment. Moi, je suis d'accord, et l'idée, ce serait plutôt ça, mais c'est vrai que parfois, en fait, tout dépend quel est le confrère en face. Parce qu'il faut quand même aussi admettre qu'il y en a qui ne le font pas du tout de manière maligne, mais voilà, donc ça dépend un peu. C'est pour ça qu'il faut aussi. Et il y en a qui sont quand même très très coutumiers du fait. Alors une fois qu'ils sont produits, demander à ce qu'ils soient écartés des bars, en fait c'est pas complètement simple, puisque c'est sûr, voilà, parce qu'en fait, C'est le problème de la déontologie. et c'est le problème de la déontologie, et on ne peut pas en fait demander à un magistrat de régler nos problèmes de déontologie. Au-delà du fait que. Et ils ne volent pas, surtout ils ne Non, volent pas. le retrait des pièces, c'est la fonction du juge. Écarter une pièce des débats. Oui, mais Ah oui. mais c'est vrai que. Mais cela étant, on peut envoyer aussi au confrère la photocopie de l'article 4, c'est pas un problème. Non, mais on peut, sans avoir l'air de donner des leçons aux confrères, simplement leur rappeler qu'en effet, on n'est pas dans le respect de la règle et que donc, on leur demande de retirer au courrier son caractère officiel. C'est vrai que pour les quelques fois où je l'ai fait, j'ai envie de dire que 4 fois sur 5, on m'a dit oui, ok, vous avez raison. Même moi, ça m'arrive d'en envoyer, et le confrère me dit ça, et c'est vrai qu'en fait, en lisant le courrier, je m'aperçois qu'en réalité, ça ne va pas. Donc, en fait, ça dépend beaucoup des relations qu'on a aussi avec le confrère, mais c'est vraiment une pratique dont il faut se défier, parce que moi, je trouve que c'est de plus en plus, et puis une fois que ça devient de plus en plus courant, on le fait aussi, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être très vigilant. Je voulais attirer votre attention sur un point. S'il y a d'autres questions, c'était la force exécutoire du divorce par consentement mutuel, sur lequel il semblerait aujourd'hui qu'on ait une vraie ouverture, et attirer votre attention sur le fait que nos amis notaires, puisqu'on travaille beaucoup ensemble, il ne faut pas non plus diaboliser tout le monde, ont quand même l'unité qui m'apparaît un peu de nature à nous piéger sur notre demande de force exécutoire, c'est de proposer aujourd'hui que leur dépôt soit authentifiant, parce que, et ça on a tendance à l'oublier, le dépôt au rang des minutes n'en fait pas du tout un acte authentique. Voilà, et on va avoir vraiment, je ne sais pas si vous... Alors, par contre, je fais une incise parce que le notariat le notaire est un praticien astucieux, et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, ça n'est pas un acte authentique, parce que théoriquement, l'acte de dépôt n'est pas fait avec reconnaissance d'écriture et de signature. Et c'est la raison pour laquelle quelques notaires maintenant font déposer l'acte par les justiciables, par les protagonistes, avec reconnaissance d'écriture et de signature de la convention. Mais, ce qui est redondant, parce que théoriquement, l'acte d'avocat se suffit à lui-même. Voilà, il est sui generis, l'acte d'avocat. Il est inférieur à l'acte authentifiant, mais on n'a pas forcément. La loi n'exige pas que ce soit un dépôt authentifiant. Ça serait c'est aller pas du tout, mais c'est simplement, ils font déposer par les deux époux. L'acte de dépôt, c'est à la requête d'eux, avec reconnaissance de leur écriture et de leur signature. Et là, ça devient un acte authentique. Mais là, ils veulent en faire une règle, et c'est vrai que sur ce C'est point... pas généralisé, mais certains. Non, mais il veut quand même nous proposer là dans l'autre conseil notaire, et c'est vrai que sur ce point, on va vraiment avoir besoin de vous deux pour accompagner le CNB pour lequel Bien sûr. La reconnaissance de l'acte d'avocat. Et il y a un point aussi sur lequel ce serait bien que vous puissiez c'est l'arbitrage familial. Ah. Parce que l'arbitrage, on l'a partout, il y a plein de pays où l'arbitrage familial, pas dans tout, hein, dans ce qui n'est pas protégé par l'ordre public familial, c'est-à-dire là vous avez la libre disposition des droits, et voilà, si jamais
vous serez à nos côtés pour ça. Bien sûr, Évidemment. évidemment, oui. Moi, je voudrais revenir sur les contraintes procédurales très rapidement. Il nous reste 5 minutes. Et on a une question de Claudia Ah, Sognon. il y a d'autres aussi, questions, alors, et une pardon. question d'Alain Provençal. Alain Provençal, que pensez-vous de la réplique des notaires Ah bah, on vient d'en parler. qui requiert un acte notarié authentifiant le dépôt? Ah bon, Élodie en parle, c'est une mince, et il faut vraiment opposer notre demande de force exécutoire de nos conventions. La méthode est repoussée par la circulaire. On vient d'en parler, on vient de dire. Est-ce que- Alain, t'es d'accord avec si Alain Provençal est satisfait, je crois que la réponse a déjà été apportée. D'autres questions? Il y a une question de Claudia Sognon. Je ne la vois pas. Comment se ménager Dans les questions, pas dans le Ah. chat, dans les questions. Ouais. C'est vous. ça, c'est vrai. Voilà. Comment se ménager un écrit et quel type d'écrit auprès du client pour justifier de l'accomplissement de notre devoir de conseil dans le cadre d'un consentement mutuel? Ah, là, je crois qu'on en a parlé. mais- N'importe quel écrit, un courrier électronique, J'envoie un mail. T'envoies un mail avec toute. Une lettre de conseil donnée, mais ça ne se justifie que si éventuellement une difficulté est soulevée. Sinon, dans les conventions, nous avons pris l'habitude d'avoir une clause indiquant que nous allons informer les clients de leur obligation de loyauté et de transparence et que nous ne pouvons pas nous substituer à eux dans cette convention. Moi, j'envoie un mail. Ça, c'est sur les dissimulations. Mais sur le conseil donné, vous m'avez indiqué que, je vous ai conseillé que, mais vous avez préféré choisir une autre solution. Ça, c'est par courrier électronique, hein, tout simplement. En droit de la famille, comme en toute autre matière, en réalité. C'est vrai que quand il peut arriver que on a une relation de confiance un tout petit peu moyenne avec éventuellement le client, c'est vrai que quand on sent qu'il peut y avoir un risque, à ce moment-là, on acte le fait qu'on a donné un conseil et que le client a en effet choisi une autre voie. Une autre question ou pas? Est-ce qu'on peut revenir sur les contraintes procédurales? On parle beaucoup du fond et sur la procédure. J'ai sous les yeux tes notes, Muriel. Délai de 3 mois pour conclure en qualité d'appel en peine de caducité. Le stress que génèrent ces contraintes procédurales, puisque le décret Magendie et la procédure Magendie est, j'ai bien compris, énormément critiquée. Et on a parlé également du caractère difficile, fatigant, exténuant de la gestion des procédures de divorce contentieuse. C'est 3 mois à compter de l'appel? Déclaration d'appel. À compter de la déclaration d'appel. Et donc, au niveau de la gestion du cabinet, donc on est très vigilant. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus? Sauf Mhm. convention de procédure participative de mise en état, D'accord, qui dans ce cas-là va venir au secours des pauvres avocats, d'accord, en quelque sorte un peu réfléchi à la rigueur. D'accord, alléger leur souffrance. Non, parce que beaucoup d'avocats se plaignent des contraintes procédurales, voilà, et à juste titre. Je bénéficie, justement, je profite de cette Ouais, vas-y. manifestation pour dire qu'il est temps de s'attacher la procédure participative de mise en état, Ah, vas-y, qui vas-y. est véritablement une procédure qui vient à l'aide des avocats, qui est une mise en état externalisée, qui interrompt tous les délais. C'est merveilleux. Et donc, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas plus friands de ce cadeau législatif qui Mais n'est parce que c'est vraiment, parce que c'est pas encore suffisamment rentré dans les mœurs. On connaît un peu la question parce que voilà, et on a une pensée aussi pour un magistrat qu'on aime beaucoup qui s'appelle Renaud Le Breton de Vanoise, puisque l'idée de départ de cette procédure de mise en état participative, elle résulte d'une proposition du rapport d'Elmas-Golion sur l'acte de procédure d'avocat. On connaît un peu la question parce qu'on a travaillé toutes les trois sur cette question avec Renaud Le Breton de Vanoise. Les choses ont mis du temps à devenir concrètes, mais c'est le résultat de ce travail qui a été fait depuis quelques années sur son inspiration, si l'on peut dire. Dernière question, on a encore 2 minutes pour répondre à notre ami Alain Provençal, que nous embrassons, je crois pouvoir le dire au nom de mes camarades. Muriel, que pense-t-elle de la réponse ministérielle dans laquelle on évoque le partage verbal du prix de vente d'un bien? Alors, d'un bien individu ou commun, il faudrait compléter la question. Alors, je pense qu'elle vient conforter la première réponse Walter qui avait été faite il y a quelques années. Moi, je considère que, enfin, c'est pas je considère, c'est que le droit de partage est un droit d'acte, donc pas d'acte, pas de droit. En tout cas, en matière de régime de séparation de biens, il est possible de recourir au partage verbal lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. En revanche, lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté,
si le bien est vendu, il reste et demeure sur les comptes bancaires les fonds correspondant au produit de la vente, fonds qui doivent, eux, être soumis au droit de partage. Voilà ce que moi, je comprends de cette réponse. Oui, en fait, cette réponse, elle dire dans un sens différent. Elle dit sur les biens indivis vendus, il n'y a plus d'indivision, donc en fait, c'est même pas qu'il n'y a pas de partage verbal ou pas, chacun a repris ses fonds. Sur le régime de communauté, en même temps, quand on la lit, il dit on peut faire un partage verbal si jamais le bien est vendu, et puis 2 phrases après, en fait, il dit très clairement, mais il faut déclarer tous les fonds. Donc en réalité, en fait, il n'y a pas de partage verbal, il y a juste un partage qui sera... C'est-à-dire que le régime de communauté contraint à un partage pour éviter les actions en recel. Et puis si l'idée c'est de cacher le fruit de la vente, en fait, vous risquez d'avoir une demande de partage complémentaire après, donc ça n'a pas de sens. Juste, Alain, ça serait bien que tu ne confondes pas procédure participative et procédure participative de mise en état. C'est pas pareil. Appelle-nous si tu veux. Alors, il y avait une dernière question de Florence Fresnel. Qui est très difficile. Puis-je savoir si l'avocat du majeur protégé peut communiquer à son contradicteur le dossier reçu du tribunal alors que le code de procédure civile l'interdit? Quid du principe Du du contradictoire? Ça me paraît étrange. Pardon? En réalité, on serait face à un dossier que l'un aurait et qui ne serait pas communiqué à l'autre. Apparemment. En fait, je pense peut-être... Ah oui, c'est l'avocat du majeur protégé. Du majeur protégé. Ça, c'est avec les... Florence, franchement, là, c'est une colle. Ouais. Mais c'est une colle à laquelle on doit impérativement répondre. C'est vrai. Donc, comme c'était mon sujet, je vais faire les recherches. Et je t'enverrai un mail. Peut-être faut-il envisager que le contradicteur prenne contact directement avec le service des tutelles, avec le juge des tutelles, en faisant valoir qu'il est nécessaire de respecter le principe du contradictoire. Peut-être que ce respect du contradictoire peut se faire sous l'égide du juge, puisqu'au terme du code de procédure civile, il appartient au juge de respecter le contradictoire et de le faire respecter. Donc peut-être qu'il faut, dans ces hypothèses-là, en appeler à la sagesse du juge des tutelles pour qu'en effet, qui ne s'appelle plus le juge des tutelles d'ailleurs, des contentieux de la protection, pour que, en effet, ce principe du contradictoire soit respecté. C'est une piste. Je crois que nous avons écoulé notre heure. Nous vous remercions infiniment de votre attention et de vos questions. Nous renouvelons, Vincent et moi, nos remerciements à Hélène Poivet-Leclerc, Élodie Mulon et Muriel Kédiou, qui nous ont fait la gentillesse de faire ces exposés, comme toujours, d'une très grande clarté et d'une très grande science, puisque on parlait de science tout à l'heure. Merci infiniment à tous de votre attention. Merci à vous. Et merci à vous. Merci heureux à d'être vous. à vos côtés. Et bientôt, et à bientôt pour notre prochain webinaire qui sera le 20 octobre, sauf erreur de ma part, sur Zen Prud'homme. Zen Prud'homme. Il y a Zen Famille aussi. Il y a Zenjaf qui marche très Zenjaf. bien. Exactement, ouais, tout à fait.